essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Alors, ça commence à ruer dans les brancards aux États-Unis. Là, c'est le secrétaire du Trésor américain qui trouve la situation insupportable, Francis. Plus que ça, en fait, il fait quasiment une promesse. Hein. Il était payé, enfin, je ne sais pas s'il était payé, mais il était invité, en tout cas, par des banquiers, là, notamment chez JP Morgan Chase, en parallèle de la rencontre du FMI là, qui a lieu en ce moment aux États-Unis, Richard. Et il a, dans cette conférence privée, là, dit qu'essentiellement, les tarifs qui avaient été posés aux biens chinois là, étaient non soutenable. Donc, c'est-à-dire que clairement, ça ne peut pas être continué, ça ne peut pas. Et il a dit, et là, encore une fois, ce sont des citations, que dans un futur très proche, il y aurait une relaxe du côté des États-Unis et que ça fournirait là, un peu d'air, un peu d'espoir au marché qui, évidemment, là, se sont fait matraquer là, depuis l'arrivée au pouvoir de M. Trump. Et donc, c'est quand même intéressant parce que les Chinois n'ont toujours donné aucun signe de vie. Là. Je ne sais pas si tu as plus suivi l'affaire. Donc, c'est vraiment, encore une fois, les Américains qui, une fois de plus, sont en train de capituler face à leur propre provocation. Et ça m'intrigue quand même parce que Scott Bessent, généralement, a vraiment été là, un peu con, là, servi la soupe là, que le président souhaitait qu'il serve. Là, c'est comme s'il faisait fuiter des informations dans des rencontres privées derrière des portes closes en disant ce qu'il pense véritablement, sachant très bien que ça serait repris, là, je te cite ça, c'est dans Reuters, c'est dans Wall Street Journal, sachant très bien que ça serait repris, là, je veux dire, il n'y a rien de plus bavard qu'un banquier. Je sais pas exactement là, quel jeu il joue. Est-ce que c'est M. Trump qui lui a demandé de faire fuir ces informations-là? Mais clairement, ça affaiblit la position de négociation des États-Unis si on est dans cette idée là, de deux pouvoirs qui s'affrontent, de laisser savoir que la situation est insupportable puis qu'il y a une fin prochaine. Les Chinois n'ont pas du tout indiqué ça là, d'aucune façon. Donc, c'est encore une fois les États-Unis qui vont devoir mettre le genou par terre, j'ai l'impression. Écoute, on disait qu'hier, c'était la pire journée pour l'indice Dow Jones depuis 1932, depuis la grosse dépression. Ouais. C'était pire qu'en 2008, lors de la crise des subprimes. En fait, c'est le pire mois d'avril, là. Donc ça veut dire qu'il y a eu des pires journées, etc. C'est juste une longue séquence très baissière. Les indices vont pas bien. D'ailleurs, aujourd'hui, ça a remonté un petit peu. Là, les principaux indices étaient en hausse aujourd'hui. C'est en dents de scie, mais ça reste que la tendance générale, elle est baissière. Puis comment dire, c'est pas très excitant là, pour la suite, évidemment, dans la mesure où Donald Trump s'entête à faire mal là, à l'ensemble des marchés. Mais on va voir. Et, écoute, les commentaires de M. Bessent était encourageant. D'ailleurs, ça explique peut-être une partie de la remontée là, qu'on a vue aujourd'hui, de savoir que derrière des portes closes, l'administration américaine elle-même n'est pas convaincue de son propre plan. On n'est pas tout à fait dans the art of the deal, là, on dirait, Richard. Et écoute, Francis, la nouvelle que tu vas nous apprendre, selon moi, c'est le dernier clou dans le cercueil de la filière batterie québécoise. Annonce-nous ça. Nord-américaine, voire occidentale. Je sais qu'on aime ça se flageller au Québec. On a pris un mauvais pari, mais tout l'Occident a pris le pari qu'on était capable de faire des batteries de classe mondiale chez nous. Ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est que pendant que Donald Trump fait des conneries, pendant qu'on met des barrières tarifaires entre le Canada et les États-Unis dans la filière automobile, pendant qu'on désinvestit, comme le fait Québec, comme le fait Ottawa, dans les subventions pour les véhicules électriques, pendant qu'on s'éloigne du futur de l'automobile, que font les Chinois? Ils redoublent. Et donc, aujourd'hui, il y a une concurrence entre deux groupes chinois dans le domaine de l'électrification des voitures. Il y a BYD, dont on parle beaucoup, mais il y a aussi CATL qui produit notamment des batteries. Et aujourd'hui, ils ont dévoilé une nouvelle batterie qui se recharge, Richard, de 520 km d'autonomie en 5 minutes. Là. C'est à peu près le temps que ça prend pour faire un plein de char à gaz. Et donc, ultimement,
actuellement. C'est drôle parce que le BYD est un peu en panique, tu comprends, mais c'est entre deux groupes chinois qu'on repousse constamment les limites, alors que de notre côté de l'océan, on est en train de faire un peu n'importe quoi, drill, baby drill, on revient vraiment en arrière. Oui. Selon les experts, là, on est loin devant même Tesla et Mercedes là, qui sont pressentis comme étant deux joueurs majeurs dans l'industrie de l'électrification. Pour l'instant, on a encore les tarifs, évidemment, je le rappelle, là, sur les véhicules électriques chinois, mais il va venir un moment où l'avancement technologique va être tellement plus important du côté asiatique que je pense qu'on n'aura plus le choix d'accepter leurs véhicules. Peut-être qu'on fera comme les Européens, je ne sais pas si tu as vu, mais ils ont fixé un prix minimum des voitures. Donc, Oui? c'est pas un tarif, c'est juste de dire tu ne peux pas vendre ton auto, je sais pas, en bas de 25 ou 30 000 $. Mais moi, Richard, demain matin, s'il y a des voitures chinoises à 25-30 000 $, c'est sûr que j'en achète une. J'ai pas les moyens, je suis pas assez riche pour acheter une auto américaine ou européenne. Mais là, attends une minute, là, la batterie, là, 520 km d'autonomie rechargeable en 5 minutes. Là, c'est expérimental, mais bientôt, on va faire des automobiles avec ce genre de batterie-là. Ouais. Ben, tu sais, ce qui est intéressant toujours dans ce domaine-là, Richard, c'est que ça commence avec des avancées qui sont effectivement des preuves de concept. Là, tu sais, on prouve que c'est possible d'avoir telle puissance. Puis là, il y a deux enjeux. La première, c'est qu'il faut que tu en fasses des millions parce qu'il se vend une centaine de millions de voitures par année. Fait qu'il faut que tu sois capable d'en faire une grande quantité. Le deuxième enjeu, c'est qu'évidemment, quand tu recharges à des vitesses comme celle-là, tu rajoutes bien de l'énergie dans la batterie en très peu de temps. Ben, ça use la batterie prématurément. Donc, il y a aussi un autre élément de recherche et développement qui est de dire comment est-ce que je peux faire des cycles de même de recharge très rapides sans affecter la qualité puis la durée de vie de la batterie. Mais ça, tôt ou tard, ça finit toujours par se retrouver dans les voitures qu'on conduit tous les jours. Puis c'est là où, comme je te dis, eux, ils annoncent ça aujourd'hui. Nous, pendant ce temps-là, on désinvestit dans cette filière-là. C'est sûr qu'ils continuent de gagner du terrain sur nous, malheureusement. Et tu as vu le texte de Sébastien Tanguay dans Le Devoir sur les autobus électriques qu'on n'arrive même pas à recharger parce que le gouvernement ne veut pas financer les infrastructures permettant de les recharger. Donc, ils ont acheté, les sociétés de transport en commun de plusieurs villes ont acheté des autobus électriques, 100% électriques, parce qu'ils étaient obligés. Hein? On disait 55% de votre flotte, ça doit être des autobus électriques. Mais là, ils ne peuvent pas les recharger parce que le gouvernement n'a plus d'argent pour installer les recharges. Ouais, Écoute, ça comme s'invente je te dis, pas. c'est toute la contradiction. Puis c'est drôle, je suis pas fan de la Chine, là, c'est une dictature communiste et tout ça, mais c'est toujours intéressant de voir comment dans nos démocraties et surtout la démocratie américaine actuellement, on est obsédé par le jour même, par le trimestre, par le budget de l'année. On se donne aucune vision à long terme de ce à quoi notre économie ressemblera dans 5, dans 10 ans. Il y a Hydro-Québec qui fait ça chez nous, fort heureusement, de dire hey, en 2035. Mais c'est quand la dernière fois que tu as entendu M. Legault parler de 2035 pour nous dire qu'il allait interdire les chars à essence? On n'a aucune vision de quoi le Québec sera fait dans 5, dans 10, dans 15 ans. Et donc, ça fait en sorte qu'on est toujours en train de gérer à la petite semaine. Puis ça nous empêche évidemment de faire des grands projets de société. Ce que les Chinois, avec tous leurs défauts politiques, eux, ils pensent en 1000 ans. Mais c'est ça. Ils vont gagner ce jeu-là. Hein, si tu adoptes une perspective de long terme, en général, à long terme, tu gagnes. Exactement. Ils pensent au-delà de leur génération, alors que le gouvernement ne pense même pas au-delà de leur réélection, malheureusement. Le gouvernement, puis peut-être les Québécois aussi, on gagnerait à penser sur de nombreuses générations, mais là, c'est un petit peu plus philosophique qu'économique. C'est tout le temps le fun de mélanger les deux. Merci. À demain, Francis. Oui. Salut. À demain.